Binge Audio. Bonsoir. Merci à tous d'être là. Bienvenue à cette soirée dédiée à la sortie du dernier livre de Binge Audio Édition. Bienvenue au Wokistan. J'aimerais vous raconter une histoire quand j'avais 28 ans et mon ami, lui, il en avait 30. Quand je repense à cet ami, j'ai que des souvenirs qui se déroulent la nuit. Des souvenirs de musique, des souvenirs de boîtes de nuit, des souvenirs de débats enflammés sur les banquettes arrière des Uber, des souvenirs de retour avec le premier métro au petit matin. C'était mon meilleur pote, c'était mon besto. C'était mon besto et c'était aussi un super beau gosse. Et toutes mes copines à peu près avaient envie de le pécho. Lui, il m'assurait que je faisais le même effet à ses amis à lui. C'était l'époque où on commençait à gagner à peu près notre vie correctement. On était gorgé de cet orgueil, l'orgueil des jeunes personnes à qui la nuit semble appartenir. J'avais 28 ans et lui, il en avait 30 et on était devenus amis comme tu deviens ami à cet âge-là, très vite et tout de suite. On s'est vus presque tous les week-ends pendant 2 ans. On disait qu'on était ensemble dans la fosse aux lions. On divisait le monde en 2 catégories rigides. D'un côté, il y avait les personnes badantes, les relous, les boring, ceux qui rêvaient de pavillons en banlieue, d'enfants, de voitures. Et de l'autre côté, il y avait les autres. Évidemment, nous, on considérait qu'on faisait partie des autres. Il y avait entre lui et moi cette mini-dose de séduction, cette mini-dose qui faisait que cette amitié, elle était un peu plus intéressante que les autres, mais suffisamment petite pour qu'il ne se passe rien, pour que ce ne soit pas dangereux. Une nuit, il m'avait dit « Un jour, tu me détesteras et tu ne voudras plus jamais me parler ». J'avais pas du tout fait attention sur le moment. Et c'est des années plus tard que cette phrase m'est revenue. Elle m'est revenue quand j'ai appris qu'il n'avait pas été invité à un mariage parce qu'il n'y avait pas eu seulement une, pas seulement 2, pas 3, mais 4 femmes qui avaient témoigné de comportements problématiques à son égard, en parlant de lui. Toutes ces femmes, je les connaissais. Je les connaissais parce que c'était des faits qui avaient eu lieu pendant nos années fosse aux lions. J'avais assisté peut-être au premier baiser, parfois j'avais même aidé à écrire les SMS pour qu'il obtienne des dates avec elle. Alors la veille de ce mariage en question, je suis allée chez lui. Maintenant, il habite dans un pavillon en banlieue, rien que pour ça, je lui en voulais déjà un petit peu. Et la veille du mariage, je lui ai demandé « Tu sais, on m'a dit ça sur toi, est-ce que c'est vrai ? Et si c'est vrai, qu'est-ce que tu comptes faire pour réparer ?» Une autre question que j'avais envie de poser, c'est « Et auprès de moi, qu'est-ce que tu comptes faire pour réparer tous ces souvenirs que t'as salis ?» Ce qui m'a répondu en « C'est pas la peine que je vous le répète. » Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait raison. Il est arrivé un jour où je l'ai détesté et où j'ai plus jamais voulu lui parler. Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut plus. Mes très chers amis, c'est un bonheur de vous accueillir ce soir pour cette soirée spéciale Wokistan. On peut plus rien dire, c'est un podcast où on essaye toujours de répondre à une question. Celle de cette semaine, elle est belle, elle est vaste, elle est compliquée. C'est que faire de ces amis problématiques? C'est un sujet difficile, je pense qu'on va repartir de cette conversation avec davantage de questions que de réponses. Mais avec moi, pour réfléchir à cette très belle thématique, j'ai l'immense joie de recevoir Louise Delavier. Louise Delavier, bonsoir. Assieds-toi. Louise Delavier, tu es porte-parole de l'association En Avant Toutes et tu es autrice dans Bienvenue au Wokistan de ce texte « Faut-il confronter son pote violeur ?» À nos côtés, nous avons aussi Claire Richard. Claire Richard, tu es autrice et podcasteuse de grand talent. Tu as réalisé la série de podcasts Blanc comme neige chez nos copains de Programme B. Et tu es autrice également du texte Comment être moins blanche dans le livre Bienvenue au Wokistan. Alors ma première question, elle s'adresse à vous deux. J'aimerais vous demander, en toute subjectivité, dans votre vie personnelle à vous, est-ce que vous avez déjà eu des amis problématiques ? Vas-y, raconte. Plein, je pense qu'il y a un moment dans la vie, presque on pourrait dire de toute féministe,
ou de toute personne qui a envie de réfléchir à ces questions, où on a un petit peu des petits deuils, où on fait un petit tri, où on a un moment de prise de conscience, où on se rend compte, moi j'ai envie de parler de nous-mêmes en fait, où je sais pas, moi par exemple, un jour j'ai regardé sur mes conversations Facebook que j'avais en 2008, et j'ai vu que je disais des trucs où aujourd'hui je me serais cancelled, quoi. Enfin, c'était vraiment des trucs genre lui on dirait une tapette, enfin des trucs comme ça qui aujourd'hui me feraient blanchir d'horreur. Et du coup, voilà, je pense qu'on a toutes et tous à des moments été problématiques, qu'on a eu des potes problématiques, et c'est surtout le moment de la prise de conscience qui est intéressante. Il y a toujours un moment un peu douloureux comme ça où on voit. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense que tout engagement politique, que ce soit le féminisme ou autre chose, c'est aussi une prise de conscience sur ce qui se passe autour de nous, sur le monde, et prendre conscience de comment fonctionne le monde. C'est aussi prendre conscience de comment fonctionnent nos proches, et parfois c'est pas glorieux. Claire Richard, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je réfléchissais à cette question quand tu m'avais parlé du titre de l'émission, et je me disais que j'en avais eu, mais qu'en fait, c'est comme si... je me souviens pas de conflits explicites. C'est comme si petit à petit, il y avait des éloignements qui s'étaient faits, parce que l'amitié, c'est actif, et donc ça s'entretient par des discussions, par de la confiance, par tout ça. Et que du coup, moi, j'ai l'impression de les avoir perdus. Tu vois, en fait, il y a une sorte d'éloignement progressif. Il n'y a pas forcément de confrontation. Non, qu'il y a eu un désir, tu vois, de pas rappeler, de pas entretenir cette amitié. Et comme une amitié, c'est vivant, du coup, c'est des choses qui sont mortes un peu d'elles-mêmes, tu vois, et de fait, c'est un constat que je fais souvent. Même si je ne veux pas essentialiser et dire que les meufs sont pas problématiques, mais je constate qu'aujourd'hui, dans mon cercle amical, il y a quand même 90% de meufs, et je pense que c'est un peu lié à ces faits d'éloignement un peu organiques qui se sont faits en même temps que les prises de conscience, mais sans clash, sans mise au point, enfin de notre côté, quoi. J'aimerais qu'on commence par écouter un extrait de ton podcast, Claire, qui je trouve est extrêmement éloquent justement sur ce que ça veut dire être engagé et ce que ça peut changer dans sa vie au quotidien. L'écrivain américain David Foster Wallace raconte une histoire que j'aime bien. C'est 2 petits poissons qui nagent tranquillement. Ils croisent un vieux poisson qui les salue de la nageoire et leur lance: alors, l'eau est bonne ? Les 2 petits jeunes le regardent sans répondre, et l'un chuchote à l'autre: eh mais c'est quoi l'eau ? Eh ben la blanchité, c'est ça. C'est un environnement qui nous est devenu si naturel qu'on peut plus la voir. Dans cette série en 4 épisodes, on va chercher à sortir de l'eau. J'aime bien cette histoire avec les poissons et avec l'eau. Et être engagé, c'est un peu voir l'eau. Et parfois, nos proches, justement, ne veulent pas voir cette eau. Et donc, ça les embête qu'on leur fasse se rendre compte de ça. Est-ce que c'est des choses que vous avez rencontrées ? Moi, oui, très très fort, quand j'ai commencé à être identifiée comme une personne féministe dans mon entourage, notamment parce que c'est ma carrière, c'est un métier que j'ai choisi. Mais avant ça, j'étais déjà engagée, et c'était à une époque où quand même le féminisme était déjà un mot un petit peu plus gros, entre 2008, 2009, 2012. Où du coup, vraiment, moi, il y avait des gros clashs. Enfin, j'allais en soirée, je racontais quelques trucs sur tu te rends compte, les chiffres à l'Assemblée nationale. Enfin voilà, des trucs pas forcément très marrants, mais qui étaient des considérations que j'avais à l'époque. Et vraiment, je me faisais défoncer. Enfin, j'avais des potes qui me disaient mais t'es qu'une fémène. Enfin des trucs comme ça. À l'époque, c'était un peu ça. Et vraiment, je me faisais insulter des fois. C'était presque si je n'osais pas sortir des soirées. Donc en fait, presque c'est eux qui ont aussi eu des réactions très violente. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler sur les violences avec mon association En Avant Toutes, il y a eu un mouvement un petit peu inverse, où c'est les filles qui venaient me voir en me racontant des violences sexuelles, beaucoup. Mais je voyais que ça manquait d'espace en fait pour évoquer ces questions, et que surtout ça restait extrêmement crispé. C'est fou, c'est parce qu'en fait dans son cercle privé à soi, on se mange toutes les résistances de la société. En fait, il y a pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale pour se bouffer toutes les couches politiques de la société. En fait, est-ce que c'est toi aussi ce que tu as vécu, Claire ? Ouais, alors je pensais à ça, je me disais qu'il y avait une différence pour moi sur la question féministe et la question de la blanchité, c'est-à-dire que j'ai plein de souvenirs de débats ou de clashs, tu vois, autour des questions féministes où ça me dérangeait pas du tout de tenir des positions, tu vois, y compris d'être dans des trucs très conflictuels, parce que je me disais, de toute façon, je sais que j'ai raison, je sais qu'on a raison, et je m'en bats les couilles si t'es pas d'accord, parce que je sais qu'on a raison. Sur la question de la blanchité, mais aussi parce que j'ai l'impression d'être du bon côté sur la question féministe. Sur la question de la blanchité qui interroge ma propre responsabilité dans le racisme quotidien, etc. Là, je sais que c'est beaucoup plus compliqué.
parce que, je le raconte un peu dans le podcast, ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec des amis blancs où j'avais l'impression qu'en fait, on l'a mis un peu en scénette pour rigoler, mais c'est vrai, où on est tous là, oui, c'est vrai, c'est vraiment chaud, c'est vraiment horrible, mais une forme de... Du coup, qui n'est pas du tout du conflit, mais qui est une forme de survoler la question et qui nous range tous du bon côté, mais qui, en fait, n'a pas du tout creusé notre responsabilité là-dedans. Et donc, moi, il y a une différence de ce côté-là. Je pense que j'ai tellement la sensation, la conscience, en fait, de faire partie du problème sur la blanchité, que le rapport est beaucoup moins... la conflictualité est autre. Est-ce qu'il faut essayer de convaincre ses amis ? Moi, je pense que oui, quand même, mais j'ai l'impression... après, je pense à un autre cadre qui est celui de la famille, tu vois, qui est, je pense, quelque chose qui évoque à tous et toutes des souvenirs de repas de famille, de dîners de famille, d'interactions récurrentes, et où, moi, je pense à une configuration qui existe dans ma famille, où c'est des brunchs, on a les mêmes débats avec les mêmes questions, et là, c'est une question que je me pose. Je crois que maintenant, moi, ma position, c'est plutôt de dire, en fait, ça sert à rien. Ou de dire, en fait, ce conflit sert juste à rejouer entre nous le fait qu'on fait partie d'un même collectif, qu'on n'est pas d'accord, mais qu'on va se réconcilier, puisqu'on fait quand même des brunchs. C'est compliqué s'il faut les organiser sur WhatsApp, mais on les fait quand même. Donc, et c'est pas très politique, finalement. Donc, j'ai un peu lâché l'affaire. Mais ça me questionne quand même. Et toi, Louise ? Moi, je sais pas. Je sais pas parce que pour aller dans les écoles, les collèges en formation et travailler sur ces espaces de déconstruction avec plein de gens différents, j'ai constaté qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de changer d'avis. Et quelque part, je crois que c'est aussi quelque chose auquel il faut faire face. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est essayer justement de garder un petit peu ce point cardinal, de garder cette exemplarité qu'on essaye d'incarner dans ce en quoi on croit profondément. Et quelquefois, les gens, ils changent aussi quand on s'en est éloigné. Je pense qu'on connaît tous et toutes des gens où on s'est un petit peu éloigné, où on trouvait que c'était difficile, qu'on pouvait pas discuter, que ça nous faisait aussi mal, que cette personne, elle reniche des trucs, genre nos droits ou les droits des autres, et qui après reviennent 3, 4, 10 ans plus tard et en fait ont un peu pigé des trucs par eux-mêmes et parfois ils nous font la grâce ou pas de nous dire que c'était quelque chose qu'on a pu leur insuffler. Mais en tous les cas, je crois qu'aussi c'est des choses qui sont pas simples et tout dépend aussi de la manière dont on a envie de les convaincre. Parfois, on s'énerve, parfois, on est passionné. Et je ne sais pas si on peut être convaincu d'un truc quand il y a toute cette crispation-là. Je pense que des fois, il faut aussi laisser les gens travailler un petit peu tout seuls. À quel endroit, selon vous, on peut situer une limite entre les gens qu'on aime, malgré parfois leurs blagues peut-être lourdes, et les gens avec qui on n'a vraiment plus envie de passer du temps parce qu'on estime que ça va trop loin. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez fixé un endroit, une ligne rouge ? Est-ce que c'est des questions que vous êtes posées ? Vas-y, Louise. Moi, c'est quand j'ai plus envie. Quand j'ai plus envie, j'arrête. Et c'est dur de comprendre quand on n'a plus envie parce que parfois, les gens avec qui on est liés, on a des liens familiaux, on a des liens qui sont pas facilement enlevables. Mais moi, quand j'ai plus envie, j'y vais plus. Et si j'ai encore envie, c'est là que je me dis qu'il y a peut-être encore un petit espace où on peut aller creuser, où on peut laisser une chance, etc. Mais je pense qu'il faut aussi croire un petit peu en son instinct. Si on sent que ça nous met un peu en danger ou que ça nous fait trop de peine, à mon avis, il ne faut plus y aller. Claire Richard ? Ouais, je suis assez d'accord sur ce truc de l'envie. Et aussi, moi, j'ai l'impression que c'est la question de l'espace d'écoute. En fait, si tu sens que justement que le débat c'est pas une pure mécanique qui sert à juste réitérer tes propres, tu vois, pour ton interlocuteur ou ton interlocutrice à réitérer ses propres convictions et tu sais cette configuration de discussion où tu sais que quand tu réponds quelque chose, la personne a juste mis en pause son propre discours et que ce que toi tu vas répondre, voilà. Elle t'écoute même pas, ouais. Elle t'écoute pas. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est ça un peu le critère, effectivement, que même si on n'est pas d'accord, si je sens qu'il y a un espace où en fait l'attention à l'autre, qui est pour moi quand même le centre de la relation interpersonnelle et de l'amitié, tant que cette attention et cette écoute, elle existe, je pense qu'il y a de l'espace pour continuer la relation. Dans ton podcast, Claire Richard, tu soulèves une notion qui est extrêmement intéressante, qui est la fabrique de l'ignorance. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots ? Oui, alors donc dans ce podcast La Blanchité, je m'interrogeais sur donc qu'est-ce que c'est comme construction sociale, mais aussi à partir de mes propres expériences et vécus, en partant de l'idée évidemment que si moi je les avais ressenties, c'était des structures sociales qui se percevaient comme ça. Et j'avais été vachement frappée par mon ignorance sur la question
raciale / antiraciste, etc., et notamment de la question de la blanchité. Et surtout, j'avais un souvenir très précis. À l'adolescence, j'allais beaucoup à la bibliothèque et donc de chercher des bouquins, d'en prendre un, de lire la 4e de couve, et c'était une histoire à propos d'un rapatrié de l'Algérie, et de vraiment le remettre. Et en fait, ce souvenir m'est resté comme une manifestation de l'ignorance, et surtout de sa dimension de l'ignorance active. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur ce podcast. Qui est en fait, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, enfin, ce qu'on ne sait pas, ça, c'est pas du tout par hasard qu'on ne le sait pas. Voilà, en fait, tu choisis continuellement de ne pas savoir. A fortiori aujourd'hui dans l'écosystème militant et puis informationnel dans lequel on est, en fait, tu choisis constamment de pas savoir, de renforcer ton ignorance en n'allant pas lire, en n'allant pas écouter, etc. Et ça, c'est quelque chose que je constate. Je donne pas du tout de leçons parce que je le constate chez moi assez régulièrement. Alors ça peut prendre plein de formes, plutôt ouais mais je suis un peu fatiguée ce soir, donc j'ai plutôt envie de regarder un truc léger, ou non mais c'est sûrement un truc que je sais. Et j'ai l'impression, même aujourd'hui, même après avoir fait ce podcast, que c'est un réflexe qui est très profondément ancré en moi et qu'il y a des manifestations physiques, tu vois, vraiment de trucs de genre ah non, ça je vais ranger, ça je veux pas lire et tout. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. En fait, avec ses proches, on peut aussi être des acteurs contre la fabrique de l'ignorance. Tant qu'on a l'énergie et qu'on ressent qu'il y a une écoute sincère en face, on peut aussi se dire que on est investi de cette mission quelque part à son petit niveau. Oui, et en même temps, tout le temps dans cette question compliquée de pas donner de leçons. Enfin, a fortiori sur cette question de la blanchité, une fois de plus, où moi, j'ai vraiment pas du tout la sensation d'être en mesure de donner des leçons à qui que ce soit sur cette question-là. Donc c'est ça que je trouve compliqué, en fait. C'est comment tu partages, d'où pour le coup le podcast, c'est bien comme objet, parce que je suis pas en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un directement. En tout cas, moi, c'est un truc parce que je déteste qu'on me fasse la leçon. Oui, comme tu déconstruis toi-même tes propres préjugés, tu peux donner le chemin un peu aux autres, quoi. Ouais, puis surtout, pardon, excuse-moi. Vas-y. Je dis beaucoup, en fait, je sais pas. En fait, là, je vois bien que j'ai un mécanisme raciste. Là, j'aimerais bien vous dire quoi faire. La fin du podcast, elle finit un peu en queue de poisson, mais parce que ça me semblait pas juste de dire. Et donc, voilà ce qu'on peut faire, nous, personnes blanches, contre ça, parce que bien sûr, je pourrais dire ça, mais j'ai l'impression que c'est plus complexe que ça, parce que c'est un système qui est tellement profond, qui nous façonne tellement profondément et qui façonne tellement profondément la société. Donc c'est par rapport à ça que je trouve ça compliqué. Louise Delavier, ton texte dans Bienvenue au Wokistan, c'est confronter son pote violeur. Je pense que c'est une question qu'on a été, hélas, beaucoup à se poser, en fait, post-MeToo. Ce que je racontais, moi, dans mon intro, et qui nous a brisé le cœur, je pense, à beaucoup. Parce que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais des mecs qu'on aimait bien peut-être, ou qu'on admirait, ou avec qui on passait du temps, et se rendre compte de ça, c'est quand même très dur. Enfin, pas évidemment moins dur que d'en être victime. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Cette question, comment confronter son pote violeur, est-ce que c'est une question qu'on t'a beaucoup posée, toi, dans tes activités militantes? Oh oui, bien sûr. Nous, en Avant Tout, on anime un chat où les personnes peuvent venir nous raconter du coup des violences qu'elles vivent. C'est un peu comme, si vous voulez, une alternative au numéro d'écoute. Vous avez vécu quelque chose, vous avez besoin d'en parler, vous pouvez venir en fait nous décrire, et nous on vous fait une écoute et puis un accompagnement ensuite avec toutes les ressources possibles. Et il se trouve que sur notre chat, on nous pose des questions comme ça. On nous dit, voilà, en fait, moi, en gros, je suis très emmerdée, j'ai mon meilleur ami, en fait, j'ai appris ça, qu'est-ce que je fais de ça? Et en fait, c'est difficile parce que, je suis d'accord avec toi, c'est une question extrêmement douloureuse qui va convoquer, en fait, plein de choses très, très difficiles à beaucoup de niveaux. Et notamment le fait que on est quand même beaucoup à être victime aussi de ces violences, notamment sexuelles. Et du coup, ça peut faire miroir à des choses qui sont compliquées. Ça donne aussi un gros sentiment parfois d'humilité sur si par exemple, voilà, on est un peu la bonne militante, on a passé notre temps à aller en manif, à faire des collages, à partager des articles pour dire que le viol, c'était pas bien et qu'on était quand même vachement nombreuses à l'avoir vécu, etc. Et d'après, d'avoir son meilleur pote avec qui on passe tous ces week-ends à bruncher ou à jouer à FIFA ou je sais pas quoi, qui se retrouvent à en fait être dans cette situation-là. Enfin, je crois aussi que la société se protège un petit peu du viol en érigeant le violeur comme quelqu'un qui serait vraiment l'autre, qui serait l'inconnu, qui serait un petit peu le monstre. Et en fait, non, les violeurs, c'est nous aussi. C'est des gens qui sont très proches de nous. Et moi, je pense beaucoup à ça quand j'entends la phrase « le tonton raciste ». Le tonton raciste, en fait, c'est pas que le tonton, c'est ton père qui est raciste. C'est ton frère qui est raciste. C'est toi qui es raciste.
Et du coup, moi, j'aime bien quand on dit tonton raciste parce qu'en fait, c'est un peu le mec qui est au 2e degré, c'est le gars qui vit pas chez toi tout le temps. Enfin, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est hyper important pour pouvoir adresser cette question, de la regarder un petit peu dans les yeux et de se rendre compte que s'il y a autant de victimes de viol, c'est aussi qu'il y a beaucoup de violeurs et qui sont très proches de nous. Un passage de ton texte que je trouve très beau, je vais te lire un passage de ton texte, t'es d'accord? Tu écris ce double visage, celui de l'ami d'un côté et celui du violeur de l'autre, est également un fait connu et récurrent. Attention, ce que je vais dire peut être difficile à lire, mais c'est une réalité courante que nous rencontrons. On peut parfaitement être une personne drôle, charmante, sensible, douce, secourable, et violer quelqu'un en se montrant persuasif, culpabilisant, indifférent, violent. L'un n'empêche pas l'autre, et c'est très bien cette coexistence qui est très compliquée. Alors que faire avec ces mecs-là ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse simple. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de s'écouter, déjà. Nos instincts sont souvent de bons indices. On peut avoir l'énergie d'y aller. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'énergie de dire salut Gontran, j'ai appris ça, j'aimerais qu'on puisse en discuter, je trouve que c'est pas normal, ça me fait mal, qu'est-ce que t'as fait, est-ce qu'on peut en parler? C'est pas forcément un pari facile, mais si on en a besoin, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut s'autoriser à faire, mais je crois aussi qu'on peut s'autoriser à dire je fais rien tout de suite. Et vraiment, je voulais essayer de passer un moment à déculpabiliser tout le monde. Des fois, on ne sait pas comment réagir. Je pense, par exemple, à l'histoire d'Angèle avec son frère Roméo Elvis, quand les accusations de viol, d'agression sexuelle, je crois, sont sorties. Tout le monde a attendu direct qu'Angèle se pose et dise « Ouais, mon frère, c'est un violeur », alors que moi, je trouve ça inhumain de demander ça à quelqu'un dont c'est le frère, qui a une existence publique. Je trouve que c'est vraiment hyper difficile et du coup voilà, autoriser les personnes à juste prendre 2 secondes, 1 semaine, 1 mois pour juste ne pas décider, c'est aussi quelque chose qui peut être important. Et puis on peut aussi décider d'arrêter cette relation et encore une fois je le rappelle, à toutes fins utiles, on ne doit rien à personne et on a aussi le droit d'arrêter de ghoster les gens. C'est aussi quelque chose qui est possible si c'est quelque chose qui nous met à l'aise dans cette situation qui est extrêmement inconfortable. Est-ce qu'il y a des situations où ne pas prendre parti, c'est quand même prendre parti? Bien sûr. Ah, bien sûr, mais là, on n'est pas quelqu'un qui est neutre quand on est dans cette situation-là. C'est-à-dire que c'est quand même notre pote et je pense qu'il ne faut pas faire genre que ça n'existe pas, que ça nous fait mal. Après, effectivement, on peut ne pas agir avec le pote, mais on peut aussi décider d'agir autrement. On peut décider, par exemple, d'aller voir la victime. On peut décider d'aller discuter avec elle. On peut décider d'aller s'assurer de si elle va bien. On peut décider de lui proposer une association. On peut décider d'aller militer ailleurs. On peut déplacer son énergie. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est important aussi de ne pas se flageller si c'est dur tout de suite d'aller confronter son pote violeur. Claire Richard, est-ce que c'est une situation toi aussi que tu as rencontrée? Non, pas que je sache. Et toi, quand tu as travaillé sur la blanchité, est-ce que tu as eu des réactions aussi défensives, de rejet? Pourquoi tu parles de ça? C'est pas important, il y a plus grave? Non, je dois dire que non, et je pense que ça parle beaucoup de l'homogénéité de mon milieu social. Et après, il y a aussi tout un pan de ma famille auquel je parle pas. Parce que je pense qu'effectivement, pour le coup, c'est des sujets où là, ils m'auraient dit ça, mais je leur parle pas. Est-ce qu'il y a un risque à finalement après ne traîner qu'avec des gens qui pensent comme nous? Est-ce que c'est le risque aussi? Moi, c'est quelque chose que je constate quand même que dans mon cercle proche et même premier et deuxième cercle, j'ai l'impression qu'on pense tous un peu pareil. Ouais. Donc c'est quelque chose qui me questionne. Après, je vis avec quelqu'un qui a des amis un peu plus divers, qui est dans un autre milieu professionnel et où j'ai l'impression qu'il y a une plus grande diversité d'opinions. Mais moi c'est un peu un problème. Parce que ce que montrent les sociologues et ce que je trouve qui est assez intéressant, c'est que c'est très rare qu'on convainque avec les mots ou avec les argumentaires. En fait, c'est souvent l'amour qui convainc. Alors c'est assez beau et triste en même temps. Et vous vous souvenez de cette étude qui était sortie en 2019 qui expliquait que les pères de famille qui sont chefs d'entreprise et qui ont une fille deviennent beaucoup plus féministes. Parce que du coup, ils identifient les femmes à leurs filles, etc. Ou dans des familles avec des convictions, par exemple, religieuses très arrêtées, c'est souvent parfois quand il y a un enfant LGBT, en fait, on évolue. En fait, c'est aussi parfois les situations de vie et l'amour qui fait changer d'avis. Et ce qui, moi, me donne de l'espoir, c'est que c'est aussi, finalement, rarement en ayant des débats qu'on change d'avis, c'est parfois en regardant d'autres personnes et en les voyant encore évoluer. Est-ce que vous avez le souvenir d'un moment où quelqu'un vous a fait changer d'avis, un ami vous a fait changer d'avis, justement?
vous avez évolué vers des convictions lesquelles vous ne penseriez pas aller? Moi, j'ai alors, c'était une amie / quelqu'un avec qui je travaille. Alors, c'était dans un contexte militant, sur les questions de blanchité, où c'était un collectif autour des questions antiracistes, de recueil de témoignages et de vidéos autour des expériences pour les personnes subissant le racisme. Et il y avait une vidéo sur les Blancs, ça c'est juste le contexte. Et clairement, il y a une personne de ce collectif avec qui on a eu une relation vraiment très intense autour de ces questions-là. Et sans elle et sans le temps qu'elle a passé et sans du coup toute la conflictualité que ça impliquait en général, ouais, moi, ce podcast et toutes les réflexions, elles sont vraiment venues des choses qu'elle m'a dites, des choses qu'elle m'a montrées, de toutes les... Donc, ouais, vraiment... Oui, c'est la rencontre aussi, toi, qui t'a fait évoluer. Louise, c'est quelque chose que tu as rencontré, toi aussi? Ouais, moi, je crois qu'en France, en France, dans le monde peut-être occidental, on a très peu la culture du débat, vraiment, dans le sens où, en fait, personne ne débat en faisant évoluer ses idées. Quand on regarde sur les plateaux télé, comment ça se passe, etc., c'est toujours une espèce de joute, à mon avis, qui est très liée au fait, à la domination patriarcale. Oui, mais qui ne convainc pas, qui fait que tu repars juste renforcé dans tes idées. Tu domines l'autre, et du coup, effectivement, moi, quand il y a quelqu'un qui m'engueule, j'ai pas envie de changer d'avis. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie qu'on me montre, j'ai envie de tout ça. Et je pense que c'est effectivement beaucoup par l'empathie et beaucoup par l'amour qu'on peut changer d'avis. Et beaucoup par aussi des espaces de solidarité qui peuvent se mettre en place. J'ai l'impression que dans le monde militant, par exemple, il y a un petit peu aussi cette envie-là d'aller écouter l'autre. Et c'est un peu pensé aussi comme ça, parfois même avec ses travers, mais où on va essayer de beaucoup écouter l'expérience. Et je crois que ça donne quelque chose de très joli qui ouvre à plein de réalités. Moi, j'ai l'impression aussi, pour ajouter, que les processus de changement d'avis ou de position, si je pense au mien, mais même à j'ai l'impression des études de sociaux que j'ai pu voir passer, c'est aussi beaucoup des phénomènes d'accrétion au sens un peu géologique. Tu vois, c'est des couches qui se déposent et encore. Et tu as une longue phase d'incertitude ou de déplacement, et c'est des processus qui sont assez longs. Et donc, je pense aussi, pour revenir à est-ce que ça vaut la peine de réavoir des discussions, je me dis oui, parce qu'effectivement, tu sais jamais où ça arrive. Et quand tu te fais une idée sur les choses, moi je me souviens quand j'avais 20 ans, la question du voile, c'était donc il y a 20 ans, c'était il y a un petit bail malheureusement, c'était il y a 17 ans. Et pendant longtemps, je savais pas quoi en penser aussi parce qu'on en parlait moins et voilà. Et qu'il y a eu une phase un peu longue en fait d'incertitude, de lecture, et que c'est une opinion qui se forme dans le temps. Et ça, je pense, c'est ça ce qui rejoint ce que tu disais, qu'en fait il faut laisser le temps au changement d'arriver, quoi. Faut pas désespérer. Voilà, parfois on a l'impression d'être seul contre tous dans les débats de famille ou avec les vieux potes de la fac. Mais en fait, ça plante des graines qui vont peut-être pouvoir plus tard germer si on en a le courage. Je suis contrainte de vous interrompre une toute petite minute. On se retrouve tout de suite. On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Merci d'être avec nous. C'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander que faire de nos amis problématiques. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Claire, dans ton podcast Blanc comme neige, quand tu racontais que tu as dit à tes colocs à New York, on est tous blancs ici. Est-ce que tu peux nous raconter cette scène ? Ouais, je faisais partie d'un collectif de documentaristes et on était, je sais pas, une petite dizaine. Et je crois que j'avais cette idée vraiment primaire, quoi, que les catégories, c'était blanc ou noir afro-américain, parce que c'était dans le contexte américain. Et donc, à un moment, je ne sais plus pourquoi, je dis, voilà, we're all whites here, on est tous blancs. Et là, il y a, en plus, c'était mon coloc qui était égyptien et une autre des membres qui était colombienne me regarde et font, mais non. Et voilà. Et en fait, je pense qu'en plus, à ce moment-là, j'avais pas du tout les outils même théoriques pour penser la question de la blanchité. Je savais que le racisme existait et tout, mais cette notion de la blanchité, c'était quand même pas du tout un concept que j'avais en tête. Et donc, j'étais pas du tout outillée pour... Enfin, je me souviens de la honte
très profonde parce que j'ai quand même compris qu'il y avait une sorte d'énorme impair qui venait de se faire, mais j'avais pas du tout les outils ni théoriques ni relationnels. Moi, je trouve ça très courageux que tu en parles dans ton podcast et que tu le dises, parce que c'est pas du tout pour me moquer de toi ou quoi que ce soit, mais c'est pour montrer qu'on est tous aussi capables de se planter. Est-ce qu'on connaît tous l'ami problématique de quelqu'un, Louise, selon toi? Bien sûr que oui, et ça serait tellement dangereux de penser le contraire. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui peut s'ériger dans le milieu militant, qui serait quelque chose d'un peu dogmatique, où parfois, en fait, l'humain est très prompt à la certitude. On a très envie d'arriver en disant « c'est bon, j'ai pigé ». Ça fait tellement mal, ces questions. La question du viol, par exemple, que j'ai traitée, ça fait tellement mal. On a envie d'avoir une réponse définitive. Mais merde, on n'en a pas. On n'en a pas du tout. Et on n'en a pas non plus sur la blanchité, et on n'en a pas sur plein de choses. Donc c'est extrêmement important d'avoir aussi, je trouve, cette posture d'humilité et cette posture aussi vivante qui est celle de continuer d'avancer sur cette question, d'écouter des gens, de complexifier. Vraiment, moi, je me méfie énormément du dogme. Je pense que quand la réponse est facile, c'est qu'elle devient dangereuse. À mon avis, il y a vraiment quelque chose du mouvement à toujours considérer sur ces questions-là. Parce que c'est comme ça que ça se passe, quoi. Il y a rien qui est figé, et c'est vachement beau, en fait, heureusement. Est-ce qu'il y a aussi une façon chez certaines personnes de se complaire dans une forme de culpabilité qui revient à dire une façon de rester en position de supériorité? Oui, je crois que c'est une façon de rester intouchable, non? Ouais, moi je pense que c'est une façon de pas agir. Ouais. Et effectivement, oui, je suis complètement d'accord. C'est une façon de rester intouchable, et c'est une question que je me posais pas mal, et que je me pose aussi toujours sur... Puisque du coup, dans les milieux un peu militants, conscientisés, politisés et tout, on a quand même réfléchi sur ces questions de la blanchité. Donc on est, une fois plus dans ce micro-milieu, voilà, mais conscient des enjeux, des impairs possibles. Et j'ai quand même l'impression, et même de l'avoir vu dans certaines circonstances, que une des conséquences un peu, néfastes et non voulues de ça, c'est le silence. Parce que du coup, tu as peur de dire une bêtise, quelque chose qui... En plus, c'est pas que un truc où tu as peur pour ton ego à toi, c'est aussi tu veux pas du coup blesser les gens, parce que tu as quand même compris ça. Mais le risque de ça, c'est une forme d'apathie, peut-être pas d'apathie, mais en tout cas d'immobilisme, un peu sidéré par les enjeux, et qui, politiquement, du coup, est pas non plus effectif. Et donc, on en revient à cette idée d'avoir des espaces suffisamment safe. Pourquoi tu dis ça avec... Parce que en fait, moi aussi, je trouve qu'il y a un truc un peu dogmatique à dire... le safe space. Oui, mais c'est important comme concept, mais c'est juste, ça fait un peu penser raccourci. Mais il y a un truc comme ça, enfin, un espace où on peut faire des erreurs, dire des choses, faire des erreurs et se faire corriger. Et c'est vrai que moi, pour le coup, la relation dont je parlais plus tôt, il y avait cet espace-là, et qui, moi, elle m'a été extrêmement précieux, même si ça a été très compliqué pour plein d'autres raisons, parce que ça fait plein de travail affectif, et pour elle, surtout pour elle, mais pour moi aussi, on est arrivé dans des vortex très très compliqués, mais c'est parce que elle avait créé cet espace où en fait je pouvais faire des erreurs et on pouvait comprendre des trucs, que j'ai avancé. Et sinon, je sais pas si j'aurais pu comprendre des trucs, quoi. Moi, j'aimerais vous exposer un cas d'école que je traverse, qui est pas très grave, donc on peut en parler. Bref, qui n'est pas chargé de souffrance, mais qui est un cas d'école, selon moi, un peu impossible à résoudre. C'est une de mes bonnes amies, qui est pas dans notre, qui est pas chez du Wokistan, mais qui est une femme, une personne très bien. Dès qu'elle a un coup dans le nez, elle clame moi jamais je me mettrai en couple avec un mec arabe. Je précise qu'elle est arabe, et elle estime que du coup, elle a tout à fait le droit de dire ça. Et moi, j'estime que c'est peut-être pas à moi, en tant que meuf blanche, de lui expliquer ce que c'est le racisme intériorisé, de la prendre de haut en lui disant quand tu dis ça, machin. Donc je ne dis rien, ou parfois je me fous de sa gueule, je dis calmos Zemmour quand même, tu vois. Mais que faire avec ma pote? Déjà, fais ce que tu veux, mais bien sûr. Mais je pense que ça peut être, si jamais tu as envie de te positionner, moi je lui demanderais pourquoi. Pourquoi t'as pas envie d'être avec un mec qui est arabe? Et du coup, lui demander... j'aime bien, moi, les questions qui sont naïves, mais d'ailleurs pas rhétoriques parfois. Hein. Vraiment, pourquoi elle a pas envie d'être avec un arabe? Moi, j'aimerais trop savoir pourquoi elle a pas envie, maintenant. T'as commencé. Elle dit les opposés s'attirent, moi je veux un blond, machin. Ah bon, d'accord. Mais alors lui demander est-ce que c'est physique? Et si c'est physique, ça vient d'où? Et tu trouves pas quand même... Il lui trouve peut-être 2-3 contre-exemples. Si c'est culturel, pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas dans cette culture? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes pas dans ta culture? Qu'est-ce que voilà? Mais peut-être lui synthétiser
s'intéresser sincèrement à sa position et peut-être un jour lui dire « J'ai remarqué que tu le disais tout le temps, est-ce que c'est un truc qui te travaille ?» C'est vrai. Merci, tu es très forte. Claire Richard ? Non, moi j'ai l'impression que ce que tu dis comme c'est une situation qui me semble un peu inextricable pour toutes les questions de position dont on parlait, j'ai l'impression que l'humour c'est la bonne parce que comme tu as cette espèce de rapidité dans la formule, en fait ça concentre plein de choses, à la fois genre l'amitié, en même temps le fait que tu soulignes que c'est quand même un peu étrange qu'elle dise ça sans la juger. Moi j'ai l'impression que c'est des effets où tu lui produis pas de discours sur sa situation, mais tu fais une sorte de micro-décalage qui dit il y a quand même un petit truc. Mais c'est tout ce que tu peux faire en tant que son ami. Et une autre notion que tu mets en avant, Claire, dans ton texte et dans le podcast, qui est intéressant, c'est la notion de fragilité blanche, qui m'a mis un coup, moi, quand j'ai pris conscience de l'existence de cette notion. Je l'ai découvert en lisant l'essai de Amandine Gay sur l'adoption, qui est un livre magnifique qui s'appelle « Une poupée en chocolat », où elle explique son exaspération face aux larmes des femmes blanches qui, dès qu'on les met elle estime dès qu'on les met face à leurs responsabilités, à des propos peut-être border qu'elles peuvent tenir, éclatent en sanglots, se positionnent direct en tant que victime. Et quand j'ai lu ça, mon premier réflexe, je vais être sincère, c'est de dire « Ah ouais, elle est dure quand même un peu, si les meufs elles pleurent, c'est peut-être qu'elles sont blessées ». Et après, je me suis dit, attends, quand même, pose-toi les vraies questions. Est-ce que c'est ça qu'est-ce que t'en penses, Claire ? Ouais, moi je trouve que quand j'avais lu le livre donc de la sociologue Robin DiAngelo qui a... Oui, explique-nous la fragilité blanche. Ouais, qui a créé un peu en gros cette espèce de concept empirique à partir des réactions qu'elle observait autour d'elle. Donc ce qu'elle appelle la fragilité blanche, c'est un peu l'arsenal de réactions, de déni, de réactions défensives et qui vont s'exprimer de plein de façons. Donc soit le déni, soit les discours universalistes. Elle donne un exemple très drôle des gens qui disent mais pas du tout, moi je ne vois pas la couleur, les gens sont blancs, noirs, bleus, à petits pois. Et elle dit bah non, en fait les gens sont pas bleus et pas à petits pois. Donc tu sais que. Et ce qui était très drôle, c'est quand je travaillais là-dessus, à un moment j'en parle à ma psy, mais vraiment je lui citais. C'était pas pour qu'on ait une discussion sur la race dans ces 40 minutes très chères. Et elle a dit vraiment littéralement. Oui, enfin, les gens sont blancs, bleus, roses. Et j'étais, attends, c'est magique et ça va aller directement dans le podcast. Mais donc voilà, donc c'est un peu toutes ces réactions. L'arrogance aussi de dire non mais c'est bon, je sais, on a avancé et tout. Ou aussi l'inconfort, le malaise et l'apathie. Et elle le décrit vraiment très très bien. Et c'est vrai que moi, quand je l'avais découvert, donc parce que c'était cette amie dont je parlais qui me l'avait envoyé, ça avait eu un effet de révélation vraiment, parce qu'en plus on était dans une forme de conflit où je trouvais que quand même elle avait été un peu lourde à me demander plein de trucs et que je me disais en fait je vais arrêter de la voir, c'est trop pénible. Elle m'avait envoyé cette vidéo de DiAngelo et où j'avais vraiment reconnu mais presque by the book quoi, par tiret toutes mes réactions et donc ça m'avait vachement frappée. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose, après, ce qui est un peu, pas déprimant, mais c'est la vie des structures sociales en nous, quoi. C'est que t'as beau avoir lu des choses sur comment elles fonctionnent et les avoir identifiées en toi, ça les fait pas disparaître pour autant pleinement. Donc c'est ça, en fait, moi j'ai l'impression que cette fragilité blanche, que ces réactions sont moins fortes en moi qu'avant, surtout que je peux les identifier, mais que ça m'arrive encore de me dire... Ah, mais pourquoi je pense ça à partir de... J'entends ça, qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi je trouve que c'est peut-être un petit peu trop revendicatif? Ah, ben c'est peut-être ça. Mais ça désamorce pas complètement le mécanisme, en fait. Bon, pardon, je me suis un peu éloignée de la question. Mais... Louise, tu voulais réagir? Non, c'est bon. Okay. J'aimerais aussi revenir sur un extrait du texte que tu as écrit dans Bienvenue au Wokistan. Tu écris... En revanche, je peux changer mon identité subjective, notamment en travaillant à identifier et désamorcer les comportements que j'ai intériorisés, parce que j'ai été socialisée comme une personne blanche. L'américaine Robin DiAngelo liste par exemple le déni de l'existence de la race, le fait de penser le racisme comme une tare morale et non un fait social qui nous formate toutes et tous, l'arrogance, le tout formant le complexe qu'elle nomme la fragilité blanche. Donc là, on vient de la définir. Mais ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est quand tu dis le fait de penser le racisme, et ça marche avec le sexisme, avec tout, comme un crime moral et non pas comme un fait social dans lequel on est un peu tous empêtrés comme dans une toile d'araignée, en fait. Et donc la première réaction à avoir quand on est confronté à des questions de sexisme ou de racisme, c'est peut-être pas toujours de montrer sur ses grands chevaux en disant moi je suis pure comme la lune ou je sais pas quoi, enfin si la lune est pure, mais enfin ce côté un peu aussi moraliste et puis un peu
hypertrophie en disant moi je suis au-dessus, je fais pas ça, etc. Reconnaître aussi notre humilité, quoi. On est comme tout le monde, on n'a pas choisi de naître dans un monde avec autant d'inégalités, mais on est là, donc on fait comme on peut. Ouais, c'est clair. Non, mais je crois que sur ces questions, il y a aussi vachement un truc de rapport au savoir. Je pense que même dans les milieux militants, en fait, on arrive avec, au bout d'un moment, des connaissances et en fait des normes qui se recréent. Et en fait, quand on entend, enfin, toutes ces questions de fragilité et tout ça, quand on nous les met devant la figure, selon comment c'est fait, parfois on peut le sentir en fait comme une mise en accusation. On le voit bien quand, moi je vais prendre l'exemple un peu, par exemple, des hommes qui disent quoi, mais non, mais t'arrêtes pas de dire, tous des violeurs, quoi. Enfin, on le voit à l'Assemblée, on le voit dans les médias, on le voit sur n'importe quel plateau télé. Mais finalement, c'est pas surprenant que les gens le sentent comme ça, parce que aussi quand on se positionne comme ça, je trouve que pour être un petit peu au courant de toutes ces questions, ça demande aussi d'avoir eu des lectures, ça demande tout un faisceau aussi de référentiels communs. Et parfois, moi, je rencontre des gens dans mon travail ou dans ma vie personnelle qui n'ont pas du tout ces termes-là, n'ont pas du tout ces concepts, et pour autant vont parfois être beaucoup moins finalement problématiques que d'autres qui ont bien maîtrisé tout le discours, etc., et qui finissent par un petit peu juger qui n'a pas dit un truc raciste la semaine dernière, etc. Voilà, je pense que c'est aussi intéressant de voir comment ça se passe au niveau de l'attitude, sans tous ces espaces de savoir, et de pouvoir questionner aussi ce que ça peut donner comme mécanisme de domination, même dans des espaces où, paradoxalement, on ne voulait plus dominer. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis, et moi c'est un peu la règle que je me suis appliquée à moi-même, c'est de finalement évaluer les gens autour de moi peut-être plus sur les actes que sur les mots. Parce que les mots, parfois, c'est facile. Et parfois aussi, comme tu dis, on n'est pas dans le petit milieu parisien bobo. On connaît peut-être pas tous les mots par cœur. Parfois, peut-être on se trompe, etc. Mais dans les actes, on est quand même une bonne personne. Et selon moi, c'est une bonne grille de lecture. Ouais, complètement. Moi, j'avais lu en préparant le podcast sur la blanchité quelque chose sur, je crois que c'était la performativité du privilège blanc, un truc comme ça, et qui était une analyse d'une féministe australienne, je crois, sur justement le fait que tu vas reconnaître ton privilège, comme si ça faisait dans les milieux militants ou de gauche et tout, bien né, ça t'absout, tu vois, c'est une sorte de pure mécanique discursive où tu reconnais ton privilège, tu reconnais ta position, et donc c'est bien. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que moi, c'est un truc dont je me méfie vachement, mais pour moi la première, parce que c'est une tentation qui est présente tout le temps. Moi, je trouve que ça devient presque, tu sais, comment on appelle ça en maths, je voulais dire un postulat de départ, un paradigme, enfin, vous voyez, vous avez le mot ? Non ? Bref, bon, tant pis, j'arrête les maths, c'est vraiment pas mon truc. Je voulais dire un truc qu'on va dire au début de chaque discussion, comme s'il fallait commencer la discussion en fait. Alors, je voudrais dire cette idée, mais avant, je voulais préciser que voici la liste de mes privilèges, voici les choses que je sais, les postulats, c'est ça le mot que je voulais dire. Oui, c'est ça. Et en fait, du coup, c'est ça que je veux dire quand je dis que ça devient une norme, c'est qu'il faut bien avoir dit tous les trucs avant de s'autoriser un petit peu à exprimer la pensée. Et à la fois, je vois pourquoi c'est important. C'est important parce que quand on parle de ces questions-là, c'est des questions qui sont sensibles. Parfois, on a besoin aussi de voir un petit peu qu'on parle tous du même endroit, qu'on a bien compris tout ça pour s'autoriser à construire le savoir. Mais je trouve qu'il faut aussi avoir en tête que tout le monde n'a pas forcément la liste de ces axiomes. C'est exactement ça. Quelqu'un l'a dit. C'était tout ça, exactement ça que je voulais dire. Bravo, gagner un livre gratuit. La liste de ces axiomes pour pouvoir ensuite construire son truc. Enfin, ça va, on peut aussi construire une pensée d'ailleurs sans avoir justement toute cette liste-là bien pensée, bien construite avant. Et c'est important de pouvoir l'autoriser et l'accepter, quoi. Enfin... Vous avez des amis de droite ? Moi, oui. Moi, pour de vrai, j'ai des amis de droite. Moi aussi, Claire. Bah non, malheureusement. Non, et c'est vrai que je me suis déjà dit que ça parlait pas en faveur de mon ouverture d'esprit, en fait. Non, ouais. Ouais, j'en suis rendu compte récemment et c'est quelque chose qui me fascine, en vrai. Le fait d'être de droite ? Ouais. Moi, des fois, je dis, mais comment ? Enfin... Et en fait, on s'aime quand même et je trouve ça vachement cool. Et j'en ai deux, en vrai. J'en ai pas non plus 12 000. mais je trouve ça assez beau de voir qu'on peut aussi s'aimer sur d'autres espaces que la politique. Mais il y a 10 ou 15 ans, j'en aurais été incapable, je pense.
Ce qui est intéressant, c'est assez intéressant que tu dises ça, parce que moi j'ai le sentiment qu'il y a 10 ou 15 ans, et c'est ce que montrent les études en sociologie, la politique était moins clivante, même dans le niveau des relations amoureuses ou de la drague. Aujourd'hui, ça paraît souvent beaucoup plus difficile d'avoir des relations intimes ou affectives avec quelqu'un d'un bord politique opposé à soi. C'est des phénomènes qui sont accentués quand même dans les années récentes, quoi. Ouais, voilà. Non, mais si, c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi nos milieux, je pense. Où on a une espèce d'exigence. Je pense qu'il y a des. Je suis pas sûre que tout le monde pense pour revenir c'est peut-être aussi parce que il y a 10-15 ans, on était dans une vague moins active du féminisme. On n'avait pas remis au centre cette question de qu'est-ce que ça fait dans ta vie intime, qu'est-ce que ça fait dans ta vie amoureuse, dans ton couple, etc. La question de la race aussi, qu'est-ce que ça fait sur tes interactions intimes, amoureuses. Affective et tout, donc ça vient nous bousculer aussi beaucoup plus les catégories politiques qu'on utilisait il y a 10-15 ans, où on était quand même, ça venait pas nous percuter, à moins d'être de vraiment très militante ou de activement chercher, mais le discours il venait pas nous percuter dans ces endroits aussi intimes. Il y avait moins d'urgence aussi, tu pouvais choper un mec qui était climato-sceptique, ça te paraissait pas dramatique, quoi. Ouais, et puis je crois que dans ces questions-là, sur la question de l'intime, il y a un vrai truc de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, et d'ailleurs c'est faux, je le dirai après, mais on a l'impression qu'être avec un mec qui serait pro-féministe, qui serait allié, par exemple, quand on est une femme, c'est se garantir qu'il ne nous violera pas. Et je vous le dis, c'est pas vrai du tout. Sur notre expérience du chat, on a énormément de personnes qui viennent en nous parlant de leur agresseur qui est de gauche, qui est féministe, qui va aux manifs Nous Toutes tous les 25 novembre, qui écoute Binge Audio, qui écoute les couilles sur la table, qui et qui a toutes les refs, et ça les rend super, super dangereux. Pour de vrai, c'est vraiment quelque chose qui installe l'emprise de manière super forte. Donc, encore une fois, ça n'est pas un pass, le fait d'être pro-femme ou d'être allié ou d'être, militant climat et tout. C'est pas du tout des choses qui vont prémunir de la violence, vraiment bien au contraire. J'aimerais bien essayer de se dire, partir avec 2-3 petites billes. On s'est dit, oui, peut-être on juge les gens, mais évaluer les gens, peut-être plus sur les actes que sur les mots. Et à quel moment vous traceriez une limite avec qui vous décidez, ce pote-là, je le verrai plus jamais? Vraiment, qu'est-ce qui vraiment peut dire terminados, bye bye? Moi, par exemple, je racontais en introduction mon ami qui était accusé de viol, je crois, on peut le dire. Moi, je crois que j'aurais continué à le voir si sa réaction avait été à la hauteur. Peut-être s'il avait reconnu les faits ou s'il avait entamé une démarche de reconstruction ou de réparation ou même de thérapie. Je crois sincèrement que je me serais dit, je serais plus utile à l'aider là-dedans qu'à couper les ponts. Mais le fait que sa réaction soit pas du tout à la hauteur, je me suis juste dit, non mais dégage, quoi. Enfin là, du coup, pour moi, c'était une évidence. J'ai pas eu besoin de me poser 1 milliard de questions. Je me suis pas fait de nœud au cerveau, quoi. Je suis repartie, je me suis dit, allez, bye bye. Mais je pense que parfois, on peut décider de rester en lien ou de rester ami avec quelqu'un qui a quelque chose de très grave parce qu'il en a pris conscience et parce que justement, il peut changer. Enfin, il essaye de changer. Je pense qu'on a chacun sa ligne rouge, et je pense qu'il serait presque dangereux d'en faire une limite claire avec des critères très précis, parce que justement, on voit qu'il y a toujours moyen de contourner, etc. Mais je crois que c'est important de s'écouter. Je crois que c'est important d'avoir un espace d'ouverture et de parole. À mon avis, de mon expertise, il y a toujours des espaces qui sont dangereux. C'est ceux où il y a du secret, de la culpabilisation et où on essaye de verrouiller la parole des gens. Pour moi, c'est là que ça devient quelque chose où c'est grave et où ça peut être dangereux. Donc pour moi, dès qu'il y a quand même un espace d'ouverture et de discussion, c'est qu'on est peut-être suffisamment en sécurité pour pouvoir continuer ou pas une relation. Mais si ça n'est pas le cas, je pense que c'est important de pouvoir s'interroger, essayer de trouver de l'aide si c'est possible. Non, là, j'ai rien à ajouter. Je pense que c'est très... Non, mais c'est vrai, c'est très juste. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Claire Richard, Louise Delavier. Merci, Le Point Éphémère. Et merci aussi à notre chargée de production Charlotte Bex et à notre réalisateur Paul Berthiaud. Vous pouvez trouver des exemplaires de Bienvenue au Wokistan en sortant pour continuer à se déconstruire, justement. Merci.